Faites le test. Essayez de vous rappeler la dernière fois où vous avez entendu, lu ou vu une femme décrypter un plan de relance ou s'emparer du sujet de la compliance. Une, aucune, grande absente des médias, les femmes représentent moins de 20% des intervenants. Vox Femina est né d'une envie, celle d'aider les femmes à se faire connaître et promouvoir leur domaine d'expertise. En un mot, rayonner. Ce podcast donne ainsi la parole à des femmes qui se sont lancées dans l'arène médiatique et nous partagent leurs bonnes pratiques pour réussir. Pitch and Talk, le podcast, ça commence maintenant. Léonore de Roquefeuille est directrice exécutive de Vox, un média indépendant qui s'adresse aux jeunes actives. Elle nous parle de la nécessité de prendre la parole pour dépasser le phénomène de l'imposteur, pour se sentir à sa place et pour montrer l'exemple à toute une génération de femmes. Pour commencer, pouvez-vous nous pitcher votre expertise ? Alors pour parler de mon expertise, je dirais que j'en ai trois. Il y a trois champs dans lesquels je me spécialise. Le premier, c'est celui des médias et des nouveaux médias, notamment ceux qu'on appelle les pure players, ceux qui sont nés 100% en ligne, puisque Vox, c'est un média que je développe depuis maintenant presque 7 ans. Le deuxième champ d'expertise, je dirais que c'est celui de l'engagement citoyen, engagement civique et citoyen. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte que les citoyennes et citoyens s'engagent de plus en plus dans la vie de la cité. Et le troisième qui rejoint un peu ces deux, c'est celui particulièrement de l'engagement des femmes dans la vie quotidienne, la vie publique, la vie économique. Quelle a été votre formation ? Je viens de Bordeaux. J'ai grandi dans la campagne autour de Bordeaux. J'ai fait mes études là-bas en sciences politiques. Très tôt, je m'intéressais beaucoup à l'Espagne, langue en général, donc j'ai fait un double diplôme entre la France et l'Espagne. J'ai passé 2 ans à Grenade et 3 ans à Bordeaux. Donc à Grenade en Andalousie, et dans les deux cas, j'étudiais les sciences politiques, je faisais de la politique comparée et de la politique internationale. Grosso modo, c'était ça mon champ d'expertise. Ensuite, je suis partie commencer ma vie professionnelle à New York. Je travaillais à l'ONU. Mon rôle là, c'était un peu un hasard, mais je suis entrée dans un département qui travaillait sur l'engagement politique des jeunes. Et donc, en fait, j'ai mis un pied là-dedans un peu par hasard. Alors que moi-même, j'étais une jeune pas tellement engagée politiquement. Donc ça a été la première brique. Après ça, j'ai travaillé pendant 2 ans en Espagne, à Madrid. Après 2 ans à New York, à l'ONU, je suis partie en Espagne à nouveau, où j'ai travaillé pendant 2 ans pour une entreprise française dans l'industrie, c'est Saint-Gobain. Et puis, c'était assez différent de mon parcours avant ça. J'avais très envie de m'impliquer dans quelque chose qui avait de l'impact social. Et donc, j'ai commencé à développer un réseau qui s'appelle Make Sense, qui est un réseau d'impact social qui soutient les entrepreneurs sociaux. Je l'ai développé à Madrid avec des amis. Et puis petit à petit, j'ai repris contact avec des copains qui avaient monté Vox. Vox qui était à cette époque-là un comparateur de programmes politiques pour les élections, qui s'était lancé en 2012. Et puis petit à petit, je suis rentrée en France, j'en ai pris la direction et j'ai développé cette entreprise sociale de comparateur politique pour les élections à un média qui vise à aider les jeunes femmes à mieux s'informer pour mieux s'engager. Quel souvenir avez-vous de votre première prise de parole publique ? Celle dont je me souviens le plus et qui est super importante pour la suite de mon parcours, j'étais en première année à Sciences Po à Bordeaux. Et c'était le moment du CPE. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette grosse crise qui avait paralysé la France pendant un petit temps. Donc c'était le contrat première embauche, il me semble, c'est ça. Et puis bon, il y avait des tas d'universités qui étaient bloquées, etc. La mienne ne faisait pas exception. Et donc il y avait des grandes AG, des assemblées générales d'étudiants dans les amphis. Et donc moi j'y vais, et à ce moment-là, j'avais pas vraiment un positionnement très affirmé. J'étais hyper jeune, j'avais l'air d'avoir 12 ans. Et je débarque dans cet amphi, puis j'avais vraiment envie de prendre la parole.
J'avais envie de proposer quelque chose de différent parce qu'à ce moment-là, on réfléchissait est-ce qu'on bloque pas, grosso modo, comme dans chaque mobilisation de ce type. Et moi, je m'étais dit, mais c'est quand même dingue, on se retrouve à un moment, on est au XXe siècle, on était au XXIe siècle, et on se demande encore, est-ce qu'on bloque pas. Je me disais, est-ce qu'il n'y a pas une façon différente de participer, de faire entendre notre voix. Et donc, j'avais levé la main, et là, je me souviens comme si c'était hier, 700 têtes qui se retournent vers moi, et moi qui me dis, mais quelle drôle d'idée d'avoir voulu donner mon avis. Tout d'un coup, je ne savais plus comment articuler, je deviens toute rouge, je me sens mal, j'ai chaud, voilà. Et puis finalement, j'ai exposé mon idée en disant non mais moi je pense que ce serait vraiment important qu'on formule notre idée et puis qu'on fasse des propositions au Premier ministre. Alors ça a fait marrer tout le monde évidemment. Ils se sont dit c'est là qu'elle est vraiment complètement naïve. Mais il y en a quand même quelques-uns qui avaient voté pour moi et tout. Je m'étais dit ok, plus jamais je ne prends la parole en public parce que c'est vraiment une catastrophe. Donc ça c'était la première fois. La première intervention que j'ai faite quand j'ai commencé à bosser avec Vox, c'était lors d'un TED Talk que j'ai donné à Saint-Denis en 2015 je pense. Et ça avait été une expérience qui était super intéressante, notamment parce que j'étais revenue sur ce moment-là où j'avais pris la parole en AG et je m'étais rendu compte que c'était là que ma décision de m'engager sur l'engagement politique des jeunes, l'engagement citoyen, le fait d'être des citoyens plus informés, plus engagés, qui sont mieux entendre. C'était un peu là que c'était né. Et cette prise de parole, elle m'avait permis de mettre en place un peu ma pensée, de la formaliser, de me l'approprier et de me positionner comme quelqu'un qui avait réfléchi sur ce sujet. Avez-vous eu certaines appréhensions ? En réalité, je pense que je suis assez sereine par rapport à la prise de parole dans les médias parce que j'ai commencé à avoir un peu de pratique. Mais la difficulté, c'est toujours, à mon sens, celle du rythme. En fait, le rythme médiatique ou le rythme d'une interview, d'un échange, est tellement éphémère, alors que la pensée, elle se crée, elle se construit sur un temps tellement long que c'est très difficile d'arriver à faire passer sa pensée d'une manière synthétique, claire, pédagogue. Et donc, encore plus quand on est sur un format, par exemple, matinal de radio, où on a 30 secondes vraiment pour faire passer son idée, c'est extrêmement difficile. Et souvent, je pense qu'on a un peu tendance même parfois même à trop synthétiser pour que ce soit simple, et puis résultat, on est un peu frustré parce qu'on a l'impression de ne pas avoir dépeint de manière fidèle la complexité d'une chose. Comment préparez-vous vos interventions ? J'aime bien quand la prise de parole est assez fluide, et donc je vais prendre les questions, je note des tirets, l'idée générale à laquelle je vais me tenir pour répondre. En général, je prends 5 minutes toute seule et où je me repasse un peu les questions, je tourne en rond et j'essaye de dire les réponses en amont. Est-ce que le fait d'être une femme rend la prise de parole plus difficile ? Très franchement, en fait, ça dépend quelle est la difficulté qu'on veut analyser. Est-ce qu'on veut parler d'une barrière interne ? Est-ce qu'on veut parler d'une barrière externe ? Moi, je me disais pas, comme je suis une femme, ça va être difficile pour moi de prendre la parole. Déjà parce que je la prenais depuis longtemps, que j'avais l'habitude, que j'ai fait du théâtre, j'ai la chance de pas me sentir illégitime à prendre la parole. En revanche, il y a forcément des obstacles, des barrières externes à la prise de parole d'une femme. J'ai l'impression que souvent, une femme, quand elle prend la parole, on va être méfiant envers sa capacité d'expertise, envers ce qu'elle va dire, et elle va souvent être remise en question, et parfois ramenée à deux choses, son physique, son âge. En tout cas, moi, c'était le cas. Ça pouvait arriver qu'on me fasse des commentaires sur mon âge, sur mon physique.
Et donc je vais donner 2 exemples très concrets. Le premier c'était un... Vous voyez ce que c'est les lives sur Twitch, sur Twitch ou YouTube, etc. Où donc on est avec plein de youtubeurs, on prend la parole, on commente quelque chose. Donc je faisais un live et donc je racontais ce qu'on faisait avec Vox, comment est-ce qu'on engageait les jeunes dans toute la France pour qu'ils votent à l'élection présidentielle, etc. Et il y avait dans les commentaires que des gens qui disaient « Ah, elle est mignonne, elle est mignonne. Oh, je sais pas, c'est pas trop mon type. » etc. Donc ils passaient leur temps à ne parler que de mon physique. Sauf que quand on est dans des lives comme ça, en fait, on voit les commentaires. Et donc ça fait que on est complètement discrédité immédiatement. Même si c'est pas fait d'une manière... Et encore, ça aurait pu être l'inverse, ça aurait pu être des choses qui auraient été violentes à mon égard, c'était pas le cas. Mais en fait, ça désarçonne tout de suite parce que ça disqualifie un peu notre parole. Et même ça nous conduit... Moi je me disais, ça se trouve, en fait, on m'a mis là parce qu'il fallait une blonde sur le truc, quoi. Il y a cette deuxième anecdote que je voudrais raconter qui me semble assez importante à la fois sur le sujet du phénomène de l'imposteur et sur celui de la façon dont les femmes sont perçues quand elles prennent la parole dans les médias. C'est cette conférence où j'étais invitée à Cannes, qui est une conférence qui réunit plutôt des intellectuels, des gens qui travaillent dans les radios, des penseurs, des philosophes, des écrivains, sur le thème démocratie et individualisme. Donc la conférence se passe, pas de problème, c'est bien. Et il y a une personne dans le public qui prend la parole, qui est un élève d'une classe, un lycée du coin. Et puis qui prend la parole en disant « Oui, mais en fait, comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir plus de mixité dans les médias ?» Et au moment où il me dit ça, je me rends compte qu'il dit de mixité et diversité. À ce moment-là, je me rends compte que je suis la seule personne dans les 4 heures que la conférence avait duré qui soit considérée comme diverse, enfin, mixte en tout cas, puisque j'étais la seule jeune, j'étais la seule femme à être intervenue sur les 4 heures de conférence. Et là, je commence à répondre en disant, mais en fait, la réalité, c'est que si on veut qu'il y ait plus de jeunes qui rentrent dans les médias, plus de gens issus de la diversité, etc., plus de femmes, en fait, il faudrait qu'on commence par en montrer. Et à ce moment-là, un universitaire qui est dans la salle se lève et dit « Oui, encore faut-il qu'elle ait quelque chose à dire. » Et ça a paru absurde parce que moi, tout de suite, je l'ai pris pour moi. Je me suis dit « Il a dû me prendre pour une conne, j'ai rien à dire, machin. » Sauf qu'en réalité, c'était vachement plus insidieux ce qu'il disait. Je pense qu'il s'en est pas rendu compte. Je pense évidemment que l'organisation de l'événement s'en est pas rendu compte. Mais en réalité, de dire « Encore faut-il... » on veut bien faire intervenir des femmes, mais encore faut-il qu'elles aient quelque chose à dire. En fait, c'était une manière de dire « Il n'existe pas de femmes compétentes sur tous les sujets. » C'est complètement aberrant. Les femmes sont plus éduquées que les hommes. Les femmes sont vachement cultivées, vachement informées. Si on cherche, on trouve. Tout l'enjeu, c'est justement ça, en fait. Si on se dit « Mais oui, mais en fait, on les connaît pas parce qu'elles sont jamais dans les médias. » Bah oui, mais d'accord. Mais dans ce cas-là, on les connaîtra jamais puisqu'on les cherche pas. Et je pense qu'on a toutes celles et tous ceux qui ont ne serait-ce qu'une once d'audience doivent réfléchir très vite et très tôt à l'image qu'ils renvoient. Et je parle pas de cette image de l'image sur la rétine, je parle vraiment de l'image insidieuse qui est derrière toutes les prises de parole qu'on donne. Et donc se dire, je vais me forcer à aller chercher s'il n'y a pas une jeune femme qui va intervenir là-dessus, ou une personne issue de la diversité, ou une personne avec un handicap, ça paraît être un petit plus, sauf qu'en réalité c'est fondamental de chercher ça. Et de notre côté, les personnes qui ne sont pas partie de la majorité, de la majorité qu'on entend, c'est-à-dire les experts hommes de 50 ans, nous, on a une responsabilité à accepter les invitations et à accepter d'oser. Aviez-vous un modèle de femme inspirante ? Moi, une femme qui m'avait beaucoup inspirée au moment où je commençais, et elle m'a aussi beaucoup aidée à formaliser ma pensée, c'est une Argentine qui s'appelle Pia Mancini. Pia Mancini qui travaille beaucoup sur la démocratie à l'ère d'Internet. Et donc,
elle m'avait pas mal inspirée. Et puis après, globalement, je dirais qu'aujourd'hui, dans les femmes qui aident les autres femmes à se dire qu'elles peuvent le faire, je dirais qu'il y a Christine Lagarde qui, qui a fait notamment elle a été interviewée dans le podcast de Léa Salabé qui s'appelle Femme puissante. Elle est limpide, c'est un vrai plaisir. Et c'est assez étonnant d'entendre en fait une femme articuler de manière aussi claire la différence que ça fait d'être une femme dans les lieux de pouvoir. Je dirais qu'il y a ça. Donc il y a Christine Lagarde. Et puis après, dans la prise de parole, j'ai souvent ce discours de Simone Veil à l'Assemblée nationale qui explique à une assemblée quasiment 100% masculine qui parle de ce que c'est que la douleur de l'avortement pour une femme. Et je me dis, c'est quand même remarquable d'avoir quelqu'un qui débarque dans un amphithéâtre qui est clairement pas acquis à sa cause pour expliquer quelque chose d'aussi intime. Voilà. Donc ça, je trouve ça super fort et c'est assez inspirant au quotidien. Que vous apportent ces prises de parole publiques ? Je pense que la prise de parole, à mon sens, elle a d'abord un rôle individuel. Celui-là, il est double. D'abord pour soi-même, c'est-à-dire que prendre la parole sur un sujet, ça va nous forcer, comme je le disais, à formaliser sa parole, à formaliser sa pensée. Et en fait, c'est une vraie chance d'avoir des moments où on peut se poser et se dire, ok, de tout ce que je sais, de tout ce que je lis, de toute cette expertise que j'ai accumulée, comment est-ce que j'arrive à le synthétiser ? Parce que pour moi, c'est à ça que ça sert d'accumuler du savoir. Ça sert à savoir le restituer de manière claire, agréable, accessible. Donc ça, c'est une première chose. Donc pour soi, ça nous permet de formaliser. Deuxième chose, pour soi, ça nous permet de dépasser un peu ce sentiment qu'on va avoir toutes et tous, mais en particulier toutes, de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Moi, je préfère l'appeler le phénomène de l'imposteur. Et d'ailleurs, celles qui l'ont formalisé, les scientifiques américaines qui l'ont formalisé dans les années 70, elles parlaient de phénomène de l'imposteur et pas de syndrome. Pourquoi c'est important d'utiliser ce mot-là ? Parce qu'un syndrome, c'est une maladie dont on est atteint pour à peu près toujours. Le phénomène, c'est quelque chose qui surgit puis qui s'en va. Et donc, je pense que prendre la parole, en fait, c'est aussi se forcer à se rendre compte que, on est absolument légitime pour prendre la parole sur des sujets sur lesquels on a créé une expertise. Et puis deux, en fait, plus on le fait, plus on peut le faire. Donc voilà, l'un dans l'autre, ça amène ça. Donc ça, pour soi, ça permet de se sentir à sa place. Deuxième apport de la prise de parole, alors évidemment il y a un enjeu de visibilité. En fait, je pense que la pandémie nous l'a particulièrement montré. Les femmes ont été, notamment dans le milieu professionnel, les premières à disparaître du radar. Parce que ça a été les premières à se mettre à tiers-temps, parce qu'il fallait s'occuper des enfants, parce que loin des yeux, loin du cœur, donc les femmes sont moins revenues au bureau aussi. Et donc on pense moins à donner une augmentation, une promotion ou le bon dossier à la personne qu'on ne voit pas. Et donc prendre la parole, ça permet de rappeler qu'on est là, qu'on existe. Ça permet de ressortir sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, de ressortir dans la presse. Ça permet à tous les gens de se souvenir de ce qu'on fait, pourquoi c'est important. Donc je dirais que nous, très concrètement, qu'est-ce que ça nous a apporté ? Ça nous a aidé aussi à se faire démarcher activement. Par exemple, Vox, nous, on a gagné un concours de Google en 2015. Et c'est Google qui nous a encouragés à postuler parce qu'ils avaient vu nos actions dans les médias. On a été incubés par Facebook et c'est pareil, c'est Facebook qui nous a encouragés à postuler parce qu'on était visibles. Après, si je peux me permettre sur le côté parfois dangereux de la prise de parole en public, c'est que parfois elle peut devenir excessive.
dans le sens où, en public ou dans les médias plus en général, quand on est entrepreneur, on est souvent sollicité pour prendre la parole. Ce qui est super, ce qui est une chance qu'il faut absolument savoir saisir, encore plus quand on est une femme, parce qu'il faut y aller, il faut qu'il y ait des femmes qui prennent la parole. Mais parfois on peut se perdre et se retrouver à en fait prendre la parole en permanence, et résultat, l'entreprise derrière, il n'y a plus personne qui la fait tourner. Donc c'est super qu'il y en ait qui le fassent et qu'il y ait ce temps à dédier à prendre la parole, mais c'est toujours un peu ce jeu d'équilibriste entre mon activité et comment est-ce que je la sers médiatiquement. Pourquoi est-ce si important d'oser ? En fait, c'est important d'oser parce que c'est comme ça qu'on se sent, c'est comme ça qu'on existe, mais en fait, c'est comme ça qu'on se sent exister aussi. Je pense que on existe à la fois dans le regard des autres et à la fois dans son regard. Évidemment, le plus important pour moi, c'est d'exister dans son propre regard, mais le fait est que quand on ose prendre une place qu'on va peut-être nous inviter à avoir, non seulement on se prouve qu'on est capable de faire quelque chose qu'on pensait qu'on n'était pas capable de faire. On montre l'exemple, et ça c'est important pour toute une génération. C'est important pour la moitié de l'humanité qui se voit pas souvent donner la parole, et quand elle se la voit donner, n'ose pas tout le temps y aller. Donc je pense qu'on a toutes, et là je dis exprès toutes, une responsabilité à oser prendre la parole, à oser être là, parce que c'est vraiment mathématique, quoi. Plus on voit de femmes, plus on se dit qu'on pourrait y aller. Donc, puis après on n'aura plus besoin justement de se poser ces questions, est-ce que c'est important que les femmes prennent la parole, parce qu'on réfléchira même plus à ça, tellement il y aura de femmes qui prendront la parole. Vous venez d'écouter un épisode de Pitch & Talk, le podcast, proposé par Vox Femina en collaboration avec Anderby. Ensemble, engageant un mouvement collectif de mise en avant de la parole des femmes en tant qu'expertes dans les médias. Un nouveau témoignage inspirant est en préparation. À très vite.